et dans le ciel algérien, la fusée Véronique s'élance. De ce côté de la Méditerranée, la France est moins glorieuse. Et c'est ici que la 4e République va s'effondrer. Ici, en Algérie, où la France se sent chez elle, où elle vient de découvrir des gisements de pétrole, où 1 million de pieds noirs vivent. Ici, où la France construit aussi des grands ensembles. Tout près d'Alger, le ministre résident, M. Robert Lacoste, s'est fait montrer les travaux de la cité géante qui portera le nom de Climat de France. Cette cité, qui s'étend sur 30 hectares, pourra abriter 30 000 habitants. Un geste qui fixe un point du problème algérien. Le problème algérien, un peuple qui réclame son indépendance et qui ne trouve en guise de réponse qu'une répression sanglante. Comme en Indochine, les gouvernements laissent l'armée aux commandes et ferment les yeux sur les moyens qu'elle utilise. En mai 1958, alors qu'à Paris les députés se déchirent sur cette question, l'armée, devenue incontrôlable, déclenche un soulèvement dans les rues d'Alger. Dans la foule, un nom est scandé, De Gaulle. C'est le moment que le général attendait. La manœuvre, bien sûr, est délicate. Il ne décourage pas les militaires d'Alger, mais il veut l'assentiment de ses députés qui le voient comme un danger contre la République. La République, il fut un temps où elle était reniée, trahie, par les partis eux-mêmes. Et moi, j'ai redressé ses armes, ses lois, son nom. Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales? Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Les députés ont-ils vraiment le choix? À Alger, l'armée menace de marcher sur Paris. Acculé, il se résigne à nommer De Gaulle à la tête du gouvernement. La victoire du général est totale. Il a réussi à être tout à la fois le rempart contre les militaires et le garant de l'empire colonial. Et le grand, l'irréparable orage avait pu être évité. Il reste à souhaiter que toutes les nuées se dissipent et qu'avec son unité, la France retrouve enfin un ciel serein. 3 jours plus tard, à Alger, De Gaulle savoure beaucoup plus que les vivas de la foule qu'il a fait roi. Il a obtenu de l'Assemblée les pleins pouvoirs et la rédaction d'une nouvelle constitution. La 4e République est morte. Et voici le général de Gaulle qui s'avance. Il est découvert. Il paraît très ému, le chef du gouvernement français. Entendez la foule qui l'acclame. De Gaulle, de Gaulle. Voici le général de Gaulle qui parle. Je vous ai compris. La tâche est immense. Mais De Gaulle tient de nouveau son rôle préféré, le sauveur de la France. Il faisait bien son Brière. Ce soir, il y a de la lumière. Française, Français, aidez-moi. De Gaulle sait-il vraiment comment régler le problème algérien? Pour l'heure, comme en 1944, il parcourt la France. Ces visites vont devenir un rituel de sa présidence. Comme hier, on se presse pour le voir, le toucher. Le général reprend possession du pays. Au centre atomique de Marcoule, le président de Gaulle a pu constater le chemin parcouru depuis qu'en 1945, il signa l'acte de naissance de l'industrie nucléaire en France. Aujourd'hui, le centre fonctionne et produit. Dans cette tournée, il se garde bien de saluer le travail de ses prédécesseurs. Il feint même de s'étonner de la rapidité de la reconstruction. À Lac, comme à Marcoule, ou sous la voûte du CNIT, tout juste terminée, le général se fabrique une image de président moderne et touche sans scrupule tous les dividendes des efforts de la 4e République. Sa plus belle prise, c'est Orly. Ce jour de février 1961, 3000 personnes se pressent à l'inauguration du nouvel aéroport.
C'est le plus grand d'Europe et un spectacle époustouflant, un déluge de luxe et de modernité. La cérémonie d'aujourd'hui consacre l'aérogare d'Orly comme l'une des plus frappantes réalisations françaises. Et devant cette grande réussite, nous exprimons la satisfaction nationale. Sans nous tenir pour comblés, sans nous livrer à l'outrecuidance, nous prenons acte de notre valeur telle qu'elle est aujourd'hui démontrée. Avec ses portes automatiques, ses premiers escalators, ses boutiques chics et surtout ses premiers avions de ligne, les Caravelles, Orly est la vitrine du futur. De Gaulle le sait. C'est ici, dans ce nouveau Versailles de verre et d'acier, que la grandeur de la France se mesure. Et non plus dans cet empire qui plombe les finances du pays et qui menace désormais son ambition. Cet immense effort intérieur pour la puissance et la prospérité nous détermine à employer nos propres moyens chez nous. Notre intérêt national direct est de nous dégager de charges coûteuses et sans issue et de laisser nos anciens sujets disposer entièrement d'eux-mêmes. Après des années de négociations avec les nationalistes algériens, en mars 1962, De Gaulle renonce enfin à l'Algérie. Vous savez que le cessez-le-feu est signé. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quelque chose qui fait du bien. Je suis très content que le cessez-le-feu est terminé, que tout le monde va vivre en paix. Un instant, tout le monde retient son souffle. Bientôt, 1 million de rapatriés vont débarquer en métropole. À quoi va ressembler la France de De Gaulle, maintenant que la question de l'Empire est réglée? À peine la guerre est-elle terminée, que De Gaulle se lance dans une nouvelle bataille. Il a enfin les mains libres pour réaliser son dessein, la grandeur de la France, qui se joue désormais ici, dans l'Hexagone. Comme en 1945, il est persuadé que c'est à l'État de mener ce grand chantier. Il ranime le plan et en chef militaire lance les opérations. Il nous faut un plan et qui soit effectivement observé. Mais par-dessus tout, cela implique que l'État tienne les rênes. Qu'il soit la force qui soulève la vague, mais aussi la digue qui contient la marée. Autour de lui, un nouveau Premier ministre et une armée de hauts fonctionnaires qui, freinés sous la 4e République, voilà le moyen d'accélérer la transformation de la France. Dans leur jargon, un nouveau slogan, l'aménagement du territoire. Aménager le territoire, c'est mieux répartir sur notre sol les hommes et les activités économiques. Il ne suffit pas de construire, il faut construire pour les hommes pour qu'ils soient heureux. Est-ce que vous savez ce qu'est l'aménagement du territoire? L'aménagement du territoire ici? Oui. Ma foi, je trouve qu'il n'y a rien d'extraordinaire pour l'instant. La décentralisation. C'est assez compliqué pour moi. Je voudrais que la ville de Brest ait au moins davantage d'écoles. L'aménagement du territoire, c'est au point de vue autoroute, logement, non? L'aménagement du territoire, ce sont les routes, les écoles, les emplois, et c'est surtout la projection de toutes ces choses sur une carte économique et démographique de la France qui est toujours en mouvement dans le sens de l'expansion. Olivier Guichard prend la tête d'une nouvelle administration, la DATAR. Dotée de moyens considérables, au-dessus des préfets et des ministres, elle est investie d'une mission hors du commun. Inventer le futur. La Commission nationale de l'aménagement du territoire a maintenant fixé les ordres de grandeur de notre avenir. L'unité de conception, d'action et d'impulsion. Elle réunit tous les ministères intéressés, mais elle n'est qu'une personne. Maintenant aux Français, non pas comme l'abandon d'un passé, mais comme la construction d'un avenir. Ces lieutenants quadrillent la France. Sur leur feuille de route, un premier chantier. En finir avec Paris
et ce qu'on appelle le désert français. Il faut absolument chercher à décentraliser, à empêcher les concentrations industrielles, et il faut décentraliser dans tous les domaines. Et les téléspectateurs ne voudront pas d'avouer qu'à l'ère atomique, c'est une folie que de laisser notre capitale s'enfler démesurément. Paris est devenu une sorte d'immense chantier. Pétrole? Non. Poursuite des travaux du métro express. La décentralisation commence ici, dans les sous-sols parisiens, où les travaux d'un gigantesque métro, appelé RER, prennent des airs d'épopée. Nous avons juste derrière nous le corridor de correspondance qui donnera accès au quai avec 2 escaliers ordinaires et 3 escaliers mécaniques. En passant, je peux vous dire que nous avons commandé d'un seul coup 200 escaliers mécaniques, ce qui, en France, est tout à fait exceptionnel. C'est la grande obsession des années 60. Il faut que ça circule en dessous comme en surface. La civilisation de la voiture s'annonce et Paris lui fait une place de choix. Bientôt, il y aura le boulevard périphérique, cette autoroute à 4 voies qui en fera le tour, et des échangeurs géants aux portes de la capitale. Le chantier n'est pas terminé, mais De Gaulle est déjà là, sous l'échangeur de la porte de la Chapelle. Il vient admirer en personne cette méga structure de béton à l'allure américaine. Le général veut débarrasser la France de ses féodalités et s'attaque bientôt aux Halles de Paris, construites 100 ans avant par un autre bâtisseur, le préfet Haussmann, et désormais trop petite. Comprimé dans son vieux quartier, notre sac à provisions craque de toutes parts. Et il devient absurde d'amener au cœur de Paris des camions de carottes qui repartiront 3 heures plus tard en sens inverse, convertis en camionnettes. Bientôt, ailleurs, en banlieue, des halles non plus centrales mais excentriques, pourvues de gares, d'autoroutes et d'immenses installations, prendront le relais. On gagnera en efficacité ce qu'on perdra en pittoresque. Il faut vivre avec son temps. Je suis contre le départ des halles, ça perdrait tout le charme de Paris et je dis une chose il devrait y avoir un peu d'aménagement parce qu'avec tous les cachots sur les trottoirs, à partir de certaines heures, moi j'ai une paire de bas tous les jours à m'acheter. Nous sommes tout à fait pour le transfert des halles. Pour la bonne raison, c'est que d'abord nous n'avons pas de place pour travailler. Et deuxièmement, nous travaillons dans des conditions d'hygiène qui sont tout à fait hors de pair de notre métier. C'est un ancien compagnon de la Libération, Libert Bou, qui a soufflé l'idée à De Gaulle. Installer ici, à Rungis, en rase campagne, un gigantesque marché de gros, comme il en existe aux États-Unis, une fois de plus le modèle de ces aménageurs. Libert Bou exproprie sans état d'âme des centaines d'agriculteurs. On le surnomme bientôt Rungis Khan. Il représente ce nouvel État fort et volontaire voulu par De Gaulle. Si les grossistes des halles préparent leur révolution, l'agriculture française, elle, est en pleine crise. La Bretagne bouge. La Bretagne des choux-fleurs, des pommes de terre et des artichauts. Les paysans ont été les meilleurs élèves du plan Marshall. Ils ont acheté des tracteurs, ils ont produit beaucoup, mais ne s'en sortent pas. Trop d'intermédiaires qui font leur marge sur leur dos. Depuis plusieurs années, des révoltes paysannes éclatent un peu partout. Sous-équipé industriellement, sous-équipé dans ses moyens de communication, brimé dans son agriculture, la Bretagne est un pays qui meurt. Chaque année, sa population s'amenuise. Chaque année, l'immigration s'accélère. Pour trouver du travail, pour vivre, ces gens doivent partir. Tout le monde va partir? Oh, tout le monde va partir, oui. Vous avez un fils qui est resté? Ah bah il est resté, oui. Bah, pas très enchanté pour le moment. Vous regrettez de ne pas avoir de vacances? Bah, naturellement. Vous regrettez le manque de loisirs? Il n'y a aucun loisir chez nous, hein. C'est pas connu ça. La campagne, c'est l'esclave. La ferme n'est pas assez importante pour nous deux. Alors, automatiquement, c'est mon frère qui doit rester. Parce que c'est pas moi. Cette jeune génération veut moderniser l'agriculture et trouve l'oreille attentive de De Gaulle. Il change de ministre et charge Edgar Pisani de faire entrer l'agriculture française dans une ère productiviste. Avis à la population, par décision du conseil municipal,
Chaque famille de Chaume est invitée à participer aux travaux de remembrement du village. Pour qu'ils soient encore plus productifs, l'État impose à tous les paysans de regrouper leurs parcelles. Il faut augmenter la taille des exploitations, remembrer la campagne tout entière. Dans chaque village, un grand marchandage commence. À chaque stade, à chaque opération, eh bien, chacun peut faire valoir ses droits, peut faire valoir ses requêtes, d'abord auprès de la commission communale, s'il n'a pas satisfaction, auprès de la commission départementale, puis ensuite auprès des juridictions administratives. Je pense que ceci ne suppose pas de difficulté, que c'est à peu près clair. Est-ce que tout le monde a compris à peu près ça? Un bois qui en enclave. Les points d'eau dans les terrains. Il peut pleurer. Il peut pleurer. Il peut pleurer. L'État mouille la chemise, explique, finance la plus grande partie des travaux. Il rachète aussi des terres, rénove des fermes, crée de nouvelles exploitations. Une intense campagne de propagande accompagne ce bouleversement, le plus important de l'histoire paysanne. Allez-y. Bonjour, Madame le maire. Bonjour, Monsieur Romeillet. Bonjour, Madame Bonjour, le maire. Monsieur Bayon. Alors, ces travaux, ça marche? Ça marche très bien. Les parcelles sont beaucoup plus grandes qu'auparavant. Les friches, 25 hectares de friches, ont été défrichées par les bulldozers et très bien fait. Monsieur le maire, vous êtes l'homme du remembrement. Avant ce remembrement, votre commune était divisée en combien de parcelles environ? 27 000 environ. Et maintenant? Un peu plus de 3 000, 3 200. Le membre de la commission du pays, du coin, s'était servi et moi m'avait desservi. Au lieu de me remembrer, il m'avait démembré. Eh bien, on est perdant. Pour l'instant, on est perdant, mais je crois que par la suite, on sera gagnant. Les Français reconnaissent-ils tout à fait cette campagne bien rangée? Pour l'instant, l'heure n'est pas au doute. La France est en train de devenir un champion agricole. Avec sa toute nouvelle industrie agroalimentaire, l'agriculture devient le lieu de toutes les expériences possibles. Une gousse de haricot, ça pèse 5 grammes. Un concombre, ça pèse 300 grammes. Et il faut presque le même temps pour cueillir l'un ou l'autre. Si bien que tout progrès génétique qui permettra de faciliter la cueillette serait le bienvenu. Et un exemple, c'est la grappe. On a obtenu ce caractère dans un croisement. C'est une transgression. Et on peut obtenir d'ailleurs encore mieux, je pense. Le vivant, comme n'importe quel autre produit, est rationalisé et rentabilisé. L'on a mis longtemps à découvrir que si la poule ne pondait qu'un œuf par jour, c'est parce que la Terre ne fait qu'un tour en 24 heures. Si l'on place la poule dans des climats artificiels, c'est-à-dire 2 jours raccourcis, on peut effectivement déclencher chez cette poule la poule d'un œuf supplémentaire dans cette période de 24 heures. « 1964. De Gaulle et Pisani inaugurent le premier salon international de l'agriculture. La vitrine est belle, De Gaulle est content. D'autant qu'il vient d'arracher une belle victoire. Avec la toute nouvelle politique agricole commune, la PAC, la France peut produire toujours plus. L'Europe absorbera désormais ses excédents. Les paysans sont en train de devenir des agriculteurs. C'est la fin d'un monde et le début d'une civilisation qui n'a pas encore dit son nom, celle de la consommation. Voici la nouvelle vitrine de notre civilisation. Ici, le plus pauvre est riche. Il pénètre dans l'abondance. Les grandes surfaces remplaceront-elles les places des villages, les cafés, les bals et les églises? Que pense le client, tant qu'on lui permet encore de penser? Il est évident que choisir avec une petite voiture va plus rapide et plus rationnel. Ah oui, c'est gracieux, c'est fleuri, c'est bien, n'est-ce pas? C'est moderne. À Sainte-Geneviève-des-Bois, dans la banlieue parisienne, Carrefour ouvre le premier magasin de ce nouveau type dans une atmosphère d'euphorie. Le curé de la paroisse est venu bénir le magasin
L'écrivain Françoise Sagan en est la marraine. Le fondateur, bien sûr, s'est formé aux États-Unis. Le principe est simple. Devant l'abondance de produits, le client ne résiste pas. Quand j'ai ouvert mon premier magasin à Sainte-Geneviève-des-Bois, avant l'ouverture, il y avait des centaines de clients contre les vitres. Je pensais que ces clients se transformaient en oiseaux, comme dans le film Hitchcock. Ils étaient là, qui dévalisaient, qui pillaient. Et toujours, je me disais, je leur en donne pas assez, je leur donne pas ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent. Leclerc, 5 premières. Les pionniers de ces nouvelles enseignes se heurtent dans un premier temps au refus des fournisseurs de leur vendre leurs produits. L'un d'eux monte au créneau, c'est Édouard Leclerc. Il se présente comme le défenseur du consommateur. On recommence. Vite. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Jusqu'à présent, le commerce s'était acheté le moins cher possible pour vendre le plus cher possible, et la distribution s'est acheté le moins cher possible pour vendre le moins cher possible. Si la télévision vient l'interviewer ce jour-là, c'est parce qu'il a sollicité directement De Gaulle. De Gaulle, qui aime tant ces nouveaux visages de la réussite française, fait rédiger une circulaire en 3 semaines, interdisant les refus de vente. Il signe ainsi l'acte de naissance de la grande distribution. C'est correct. Un paquet de sucre. Correct. De toute pièce, je l'ai monté de toute pièce. Et d'un seul coup, quand Carrefour s'est ouvert, tout s'est écroulé. Et il y a l'appel du grand magasin. Ça fait beaucoup mieux que de venir chez le petit magasin. C'est le petit commerçant. Vous comprenez? Ça, il n'y a pas de doute. On a la voiture, on met tout dans le chariot et hop. L'hypermarché pousse en plein champ comme un hangar. Et c'est le même modèle que l'on retrouve dans les banlieues de toutes les grandes villes. Pas de murs décorés, pas de vitrines, pas d'étages, aucun luxe, mais de l'utilitaire. Les Français vivent et circulent désormais dans des espaces qui n'existaient pas quand ils étaient enfants. Un monde qui leur paraît, en ce début des années 60, neuf, fluide et commode. Ginette m'aurait écrit. Elle, dire que j'avais acheté ça pour les arbres, lui pour les jardins. Ils appelaient ça la zone verte. C'est devenu New York, la zone verte. Dans quelques années, quand vous traverserez la banlieue parisienne, c'est en hélicoptère sans doute que vous irez. Et partout vous survolerez des villes dans le genre de celle-ci. On les appelle les grands ensembles. Monsieur la rue Théophile Gautier, s'il vous plaît. Où ça? Ben, ici, à Sarcelles. Théophile Gautier? Oui. Ça n'existe pas. Ah si, j'y habite, moi. Ben alors, si vous y habitez, vous devez savoir où c'est. Ben oui. Pour le million de rapatriés d'Algérie, pour les 150 000 paysans qui quittent chaque année les campagnes, pour les habitants des taudis, les grands ensembles sont un Eldorado. Qu'est-ce que tu avais comme logement dans le 18e? Oh, bah, j'avais une chambre et une cuisine, simplement. Oui. Et toi? Nous, on était 7, en comptant les parents. Oui. On n'avait qu'une pièce. C'est le facteur qui vous a apporté ça? Oui. Il a même attendu pour savoir la nouvelle. Ah, il a attendu que Oui, vous il a ayez... attendu que je regarde la feuille pour savoir si c'était bien pour être logé ou alors si c'était encore pour me dire d'attendre. Et quand il a su que c'était pour être logé, il était aussi heureux que moi, je crois bien. Vous avez combien d'enfants? J'ai 8 enfants et une petite nièce en adoption depuis un mois. Quand je suis rentrée et que j'ai vu ces grandes pièces, je croyais être perdue. Je croyais que je sais pas, je me faisais pas une idée que c'était comme ça. C'est ça que tu dis? Regarde la statue, là-bas. Ah oui, tu vois, il y a une statue. Avec une étoile. Et puis une étoile. Oh, il a des vélos accrochés. Madame, pour vous, vivre dans une ville aussi moderne que celle-ci représente-t-il des inconvénients ou des avantages? Des avantages. Par exemple?
Je ne sais pas, moi. Il y a beaucoup plus de distractions, c'est beaucoup plus gai, il y a du monde. Moi, je préfère une vie moderne, c'est-à-dire une ville neuve. Entre les Français et De Gaulle, l'idylle semble parfaite. C'est en tout cas ce qu'à la télévision, il ne cesse de leur dire. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Car l'homme du 18 juin, l'invité de la BBC, a maintenant sa radio et un bel outil tout neuf, l'ORTF. La maison de la radio, le plus grand immeuble construit en France, vient d'être inaugurée par le général de Gaulle. Sur le plan du prestige, c'est une réussite. Sur le plan de la technique, une révolution. L'idée que nous nous faisons de la France et l'idée que s'en font les autres, devait dire le général de Gaulle, dépendent maintenant de ce qui est à partir d'ici donné à voir, à entendre et à comprendre. Entre ses tournées en France, ses conférences de presse et ses allocutions à la nation, le général a toujours quelque chose à dire aux Français. Actuellement, il est vrai, notre pays est en plein essor. Ayant rétabli ses finances, ses échanges, sa monnaie, il accomplit quant à son développement des progrès rapides et saisissants. Tous les chiffres, tous les signes démontrent que, en particulier, la condition des Français ne cesse de s'améliorer. Youri Gagarin, le premier cosmonaute. Même les communistes ne trouvent pas grand-chose à redire à la modernisation de la France planifiée par l'État gaullien. En juin 1963, c'est une cité HLM que la mairie communiste dédie à Youri Gagarin, le héros du monde soviétique. Et toi, tu aimerais y aller dans l'espace plus tard? Je pense que je serai assez fort. Assez fort, pourquoi? Parce qu'il faut connaître qu'il y a beaucoup de choses, quoi. Ben, tu peux apprendre ces choses. Oui. Le futur s'invente, tranquillement. Et dans cette France toute neuve, tous les rêves semblent permis. En route. Bonne nuit les enfants. Faites de beaux rêves. Une autre révolution est en marche. Jusqu'en 1963, les enfants français étaient encore divisés en deux écoles. Les plus riches allaient au lycée, pendant que la plupart des enfants des classes populaires arrêtaient leurs études à 14 ans, après le certif. École de Blaye, Jeanne d'Arc. Barbou Joël. Barbou Joël. La France manque d'ingénieurs, de commerciaux et de techniciens. De Gaulle invente le collège, où iront désormais tous les enfants, quel que soit leur milieu. Et vous êtes pour ou contre la scolarité jusqu'à 16 ans? Ben, j'étais contre. Pourquoi? Parce que j'aurais préféré que mes enfants, à l'âge de 14 ans, puissent quitter l'école et travailler, me ramener un peu d'argent. Je préfère qu'elle aille à l'école jusqu'à 6 ans. Pourquoi? Parce que je ne préférais pas qu'elle travaille à l'âge de 14 ans. Et mademoiselle, est-ce qu'elle aime l'école? Non. Non? Du jour au lendemain, il faut créer des centaines de nouveaux établissements. Le ministère construit à tour de bras, jusqu'à un collège par jour. Ce magnifique groupe scolaire a été construit en un temps record, puisque 5 mois à peine se sont écoulés depuis la pose de la première pierre. Des millions de petits Français débarquent dans ces immenses cités scolaires. Avec le collège pour tous apparaît un nouveau temps, celui de l'adolescence, des copains, des loisirs. Un temps que l'État gaullien, jamais à court d'idées, ne manque pas d'occuper. L'oisiveté est mauvaise conseillère. C'est pourquoi il faut applaudir à des initiatives telles que celle qui a abouti à la création à Vincennes de la Maison des Jeunes et de la Culture. Ouverte aux jeunes de tous les horizons, qu'ils sortent du collège ou de l'atelier, elle leur offre, à travers les divers clubs, de multiples moyens de meubler leurs loisirs. Et garçons et filles y prouvent qu'il n'est nullement nécessaire de rouler à 200 à l'heure pour satisfaire à sa petite fureur de vivre.
Monsieur Mathieu, vous êtes responsable du club des jeunes. Pouvez-vous me dire si un club de jeunes a plus d'utilité dans une cité nouvelle que dans une ville conventionnelle? Oui, effectivement, je pense qu'un club de jeunes est plus nécessaire ici, étant donné que les gens sont en général des gens déracinés et donc ils n'ont plus les structures qu'ils avaient dans une cité ancienne, dans une ville traditionnelle. Quand vous êtes arrivé à Sarcelles, la première semaine où vous avez vécu ici, quelle impression vous avez ressentie? La première semaine, le Sahara. Ah oui, le Sahara, il y avait plein de boue, de la neige partout, des bâtiments à moitié construits, rien ni cinéma. Il y avait juste une union commerciale qui d'ailleurs était à cet emplacement. C'est tout, pas de copains, rien. Alors je descendais tous les jours à Paris. J'avais le seul moyen pour retrouver mes anciens copains. Et alors qu'est-ce que vous alliez faire à Paris? Revoir mes copains, comme je vous le disais, à Trinité. C'est tout ce que je faisais. Alors dites-moi franchement, est-ce que ça vous semble important qu'il y ait cette maison des jeunes? Très important. S'il n'y avait pas la maison des jeunes entre nous, qu'est-ce que vous feriez? Les 3 quarts, on serait tous en prison, je crois, en ce moment. Il faut reconnaître, quoi. Le président de la République a visité avec M. Malraux la maison de la culture de Bourges, la plus importante de France. André Malraux veut que n'importe quel enfant de 16 ans, si pauvre soit-il, ait accès au patrimoine national. Le général et son ministre de la Culture savent ce qui est bien pour la jeunesse. Et leur ambition s'étend toujours un peu plus loin dans la vie des Français. Tant mieux si la jeunesse est là, et nous faisons appel à la jeunesse pour qu'elle soit là, car elle peut servir l'esprit mieux que tous les autres. Mais en définitive, il s'agit tout de même de savoir si c'est la jeunesse qui sert l'esprit ou si c'est l'esprit qui sert la jeunesse. Et vous aimeriez aller dans un centre comme ça, dans un club, dans une maison de jeunes? Ouais, mais qu'on soit pas mal vu parce qu'on est mal habillé. Ouais, qu'on puisse y aller comme on veut, quoi. Ça soit pas une obligation de rentrer en costard. Je m'en vais dimanche à Orly, sur l'aéroport. En ce milieu des années 60, Orly est une des sorties préférées des Français. Ils ne sont pas encore très nombreux à prendre l'avion, mais ils ont de plus en plus de congés. Renault vient d'accorder une 4e semaine de vacances à ses ouvriers, et bientôt toute la France va suivre. Seulement voilà, la Côte d'Azur est saturée. La France manque d'hôtels. Alors les Français filent dans l'Espagne du dictateur Franco. Monsieur, pourquoi allez-vous en vacances en Espagne? Pour être tranquille d'abord, pour payer moins cher ensuite. C'est pour une raison de monde. En France, il y a du monde un peu partout. On espère en trouver un petit peu moins. Ces images de la côte espagnole ne plaisent pas à De Gaulle. La civilisation des loisirs est en train de naître et la France n'est pas prête. L'État monte alors le projet le plus fou de la décennie. Puisque les Français veulent aller à la plage, il va leur construire 6 stations balnéaires de toutes pièces. Au seuil de la Camargue et du Languedoc, le domaine de la Grande Motte constitue la charnière de cette nouvelle Floride que l'État veut faire surgir des marécages. Dans 5 ou 6 ans, le galop des chevaux sera remplacé par le claquement sec des balles de golf. Monsieur Olivier Guichard, pourquoi l'État s'est intéressé à l'aménagement de cette côte du Languedoc-Roussillon? Eh bien, dans une civilisation où la part des loisirs ne cessera de croître, il est normal que l'État recherche des lieux encore vierges où puisse se développer cette civilisation. Je voudrais vous demander si la formule que vous venez de mettre en avant ne risque pas de produire une espèce d'étatisation des vacances. Est-ce qu'on ne s'achemine pas vers un système à la Russe, si j'ose dire? Les grands commis, qui aiment les choses bien ordonnées, redoutent ces constructions anarchiques qui déjà pullulent le long des plages. Ils veulent des stations denses pour préserver le littoral. Nous avons 4 ennemis à vaincre. 2 naturels, les moustiques et le vent, et 2 autres créés par la main de l'homme. La spéculation et la laideur des constructions. Les travaux sont pharaoniques. La côte est une lagune battue par les vents. Et il faut faire sortir de ce marais des autoroutes, des ports, des parkings, des villes entières. Inventer un endroit où les Français pourront se livrer à cette nouvelle passion, le soleil.
Le général, en vrai chef des travaux de la France, fait une nouvelle fois le voyage. Les pieds dans le sable, c'est encore de grandeur dont il parle. Le tourisme, les loisirs sont une part fort importante de la civilisation moderne. C'est une activité de plus que notre pays ajoute à toutes les siennes, et c'est un service qu'il rend à l'humanité tout entière, qui dans le dur labeur de notre époque industrielle a besoin de trouver des lieux organisés pour son repos et pour reprendre ses forces à tous les égards. De Gaulle, qui aime les marches solitaires, qui s'ennuie souvent en voyage, s'imaginait-il un jour célébrer le tourisme de masse ? À Port-Barcarès, sur la côte du Languedoc, sort de terre le cadre de vos futures vacances. C'est le très grand architecte Georges Candilis qui a conçu les habitations. Il s'explique. On a parlé de Nouvelle-Floride, mais ça ne ressemble vraiment même pas. Non, laissez tomber les mots. Nouvelle-Floride, la nouvelle Polynésie française, et tout ça, ce sont des slogans. À la fin du compte, il faut donner le caractère spécifique de cette région, de transformer Languedoc-Roussillon. On parle que demain sera la civilisation de loisirs. Moi, je veux bien. Il faut le créer, il faut le construire. C'est la première fois que les architectes inventent une architecture pour les vacances. Quand les premières pyramides sortent de la Grande Motte, tout le monde se demande si vraiment on pourra un jour passer des vacances ici, dans ce décor dantesque. Ah, l'architecture, ça plaît pas, c'est moderne, quoi. Il faut s'habituer à tout. Mais il est évident qu'on se retrouve devant de grands immeubles collectifs et que ça risque de ne pas plaire à certains. Ça me plaît vraiment, oui. Il y a des principes de construction qu'on trouve pas partout. Shadok, mes frères, disait le moulin, ne vous fatiguez plus à pomper. Aujourd'hui commence pour vous la civilisation des loisirs. Un ministre des loisirs est nommé. Des cours de formation loisique accélérés sont organisés. La journée de loisirs commençait dès 8h du matin. Ainsi, les Shadok, petit à petit, perdirent l'habitude de pomper. Les Shadok commençaient à se civiliser. Les Français aussi se civilisent toujours plus. Mais le décor qu'ils voient autour d'eux commence à les interroger. Depuis la guerre, la France a construit 6 millions de logements, soit la moitié de ceux qui existaient avant et qu'il avait fallu des siècles pour édifier. Dans les 20 ans qui viennent, si on veut faire face aux besoins, il faudra en bâtir 10 millions. Les construire comment? Depuis quelques années, on voit s'édifier en vrac l'équivalent de villes de 10 000, 15 000, 20 000 habitants. D'immenses constructions, toujours plus grandes, toujours plus loin, se sont dressées partout en France. Nancy détient le record de la plus longue barre d'Europe. Ce qui caractérise le Haut-du-Lièvre, c'est une population de 20 000 habitants sur à peine 60 hectares. Dans la journée, un aspect un peu désertique et également aussi la sensation d'isolement qui pèse sur beaucoup de ces jeunes ménages. Lorsqu'on est très nombreux, par exemple 90 appartements pour une seule entrée au Tilleul argenté, eh bien, on ne sait pas trop avec qui se lier. Entre les tours et les bars, la modernité promise a pris l'allure de cage à lapins. Et la France s'interroge. Une cuisine équipée et le centre commercial sont-ils un horizon suffisant? Ce qui me déplaît le plus, c'est certainement l'architecture, voyez-vous. Tous ces gros cubes entassés les uns à côté des autres, ça me fait peur. C'est pas joli du tout. Je n'arrive pas à m'habituer. Nous avons un lino qui est un esclavage à entretenir et aucune porte entre la cuisine, la chambre, la salle de séjour. Je crois que je me ferai jamais un logement pareil. Dans ce monde où 2 femmes sur 3 ne travaillent pas et restent aux commandes d'un univers exclusivement domestique, le futur ne ressemble pas tout à fait au rêve d'hier. Madame, vous habitez Sarcelles? Oui, monsieur. Et vous travaillez? Non, monsieur. Qu'est-ce que vous faites dans la journée en dehors de vos occupations ménagères? Bon, un petit tour de temps en temps dans Sarcelles. Sarcelles n'a pas de personnalité et ça finit par nous toucher nous-mêmes. Enfin, Sarcelles n'a pas de personnalité et l'habitant finit par croire que lui non plus n'en a pas. Une pluie de reproches s'abat sur ces constructions qui faisaient hier la fierté du ministère.
Les journalistes, les cinéastes, les écrivains scrutent les grands ensembles qui souffriraient d'un mal spécifique, la sarcellite. Quand on se promène maintenant de plus en plus dans la campagne, qu'on découvre tous ces immeubles hideux, je ne sais pas comment réagissent les autres, mais je sais que moi je passe mon temps à dire, mais enfin, quel est l'imbécile qui a construit ça? Et quand je dis l'imbécile, je pense évidemment à l'architecte. Oui. Vous êtes architecte? J'aimerais bien que vous me répondiez à cette première manifestation. Monsieur, votre réaction, elle est normale, parce que vous jugez sur ce que vous voyez, mais vous ne connaissez pas toutes les raisons qui ont amené quelquefois à une réalisation de grand ensemble. Actuellement, en dehors du centre commercial... Les architectes rassurent. Les équipements ne sont pas encore là, ils vont arriver. Demain, bientôt, un cinéma, une patinoire, des magasins animeront ces cités dortoirs construites aux confins des villes. Juger les grands ensembles sur ce qui sont actuellement... Ouf, on est arrivé. Arrivé où? Chez nous. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Dormir. Qu'est-ce qui te prend? Et après? On se réveillera. Et après? Pareil. On commencera. On travaillera. On mangera. Et après? Je sais pas. Il y a, pour ce qui est de la France, ce qui se passe dans une maison, la maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver, et même, si c'est possible, qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. Et en même temps, elle veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table, et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. Et la ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Et bien, c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il ne faut pas la pagaille. De Gaulle lui-même semble avoir troqué la grandeur de la France contre le confort des Français. Mais face aux critiques qui montent, le général a bien sûr une réponse. Si on vit mal dans les grands ensembles, faisons de vraies villes complètes, avec un vrai centre, des bureaux, des divertissements. 5 villes de 100 000 habitants doivent sortir de terre. Une opération gigantesque, à grand renfort de mise en scène. Monsieur Delouvrier et moi-même, ainsi que plusieurs de mes collaborateurs, nous venons de faire un tour au-dessus de la région parisienne afin d'essayer de déterminer les meilleurs emplacements pour l'implantation des futures préfectures des départements qui viennent d'être créés. On a créé un district de la région de Paris pour prendre conscience de ces problèmes et dresser un nouveau plan d'urbanisme à l'échelle des besoins, c'est-à-dire à l'échelle des 12 ou 14 millions d'habitants, et par conséquent dessiner le futur. Moi, je ne voudrais plus qu'on parle de grands ensembles, mais qu'on parle de cités nouvelles. La machine à bâtir se remet en marche. Comme hier dans les grands ensembles, de nouveaux pionniers s'installent au bout des futures lignes de transport, dans ces villes inventées de toutes pièces. On est dans le chantier, là, on vient visiter. Là déjà on voit notre façade, c'est le balcon du centre, c'était notre appartement. On prenait notre petit déjeuner en voyant les vaches partir. Là c'est les premières grues que vous voyez, c'est les premières grues de la préfecture. Et là voilà, nos prairies sont transformées. En cette fin des années 60, l'État aménageur s'occupe de tout pour les Français. Il les loge, les nourrit, il instruit leurs enfants, il les distrait. Puis, il invente les vacances à la neige. Monsieur Olivier Guichard, délégué général à l'aménagement du territoire, a rendu visite ces jours derniers aux stations de sport d'hiver de l'Ubaye et du Haut-Verdon. Monsieur Guichard a tenu à se rendre compte de l'état des chantiers en cours. Depuis la construction des grands barrages, il ne se passe pas grand-chose dans les montagnes françaises. L'élevage n'y est pas rentable, elle se vide inexorablement. L'État, qui a horreur du vide, lance un nouveau plan, le plan neige.
qui prévoit la construction de stations ultra-fonctionnelles en haute altitude. Une des premières se construit à Tignes, au-dessus du village englouti. Super-Tignes en 1952, c'était une promesse. Aujourd'hui, c'est une réalité. Les Tignards ont constitué leur unité au sein d'une nouvelle communauté. À Tignes, la nouvelle station efface les traumas d'hier. Bien sûr, les belles images des premiers skieurs ne montrent pas les divisions que la ruée vers l'or blanc a suscitées. Certains montagnards rechignent à laisser bétonner la montagne. L'État les exproprie sans ménagement. La France vient de trouver un nouveau débouché, il faut le rentabiliser. Dans le fond, une station de sport d'hiver, c'est une usine. Il faut parler de façon très directe. Et vouloir à l'intérieur d'une civilisation des loisirs, où tout le monde s'en rend compte et où les pouvoirs publics le disent tous les jours, on doit industrialiser, on doit rentabiliser, on doit moderniser. Les vacances ski au pied, clé en main, séduisent immédiatement les Français. Le Premier ministre Georges Pompidou se détend. L'année 1967 s'achève et celle qui commence devrait voir la France au sommet de sa gloire. Grenoble s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques d'hiver. La génération de l'après-guerre va pouvoir montrer au monde entier ses beaux équipements et ses beaux enfants qui ont maintenant 18 ans. Et tous les copains, la main dans la main, suivront demain le même chemin. Joie de vivre, on est ivre d'avoir 18 ans. À tue-tête, cœur en fête, chantons le printemps. Je proclame l'ouverture des 10e Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Numéro 14, Jean-Claude Killy. À quel moment se remporte une victoire? Sur quelle image pouvons-nous dire « Voilà, il vient de gagner la course ». Triple médaillée d'or dans les disciplines reines, la France semble en ce mois de février 1968 ivre de ses succès. Sur les chantiers, dans les usines, le pays affiche un tout autre visage. La condition ouvrière n'a guère changé depuis les années 50 et l'année précédente, d'immenses grèves ont secoué le pays. Les ouvriers réclament des salaires décents et pour certains, au moins un toit. Nous sommes des bâtisseurs. Mais si nous bâtissons, c'est nous aussi pour être logés. Et nous en avons ce droit. Qu'ils soient des travailleurs émigrés, ils sont venus ici, ils ne sont pas venus volontairement. On les a fait venir. Donc, leurs droits, on doit les respecter. Nous sommes logés 8 dans la chambre. Et dans les lits superposés. On ne peut pas dormir. Alors pour un gars comme moi qui travaille, qui aime bien travailler, j'aime bien me reposer pour avoir la force à répondre mon travail tous les jours. Je tiens ici, il y en a 3 frères qui travaillent au bâtiment. Et 8 dans le baraque de bois, comme les cochons. Coincés entre les grandes tours de la banlieue, des milliers de familles vivent dans des bidonvilles, dont le plus célèbre est à Nanterre, sous les fenêtres de la nouvelle et gigantesque faculté des sciences humaines qui sort de terre. La vue, elle donne sur quoi? Le bidonville. Vous avez un très grand bidonville du côté du carrefour qui va vers Paris, où vivent 10 000 personnes, pour la plupart nord-africains. Et là, avenue de la République, vous avez 3 petits bidonvilles, avec plus ou moins de confort. J'entends par confort un point d'eau et l'électricité. Et c'est ici, à Nanterre, devant les bidonvilles, que démarre 68. La révolte est conduite par ceux pour qui De Gaulle a changé l'école, créé des maisons de la culture. La déflagration sonne comme un désaveu pour leurs parents. Le monde qu'ils ont construit est jugé autoritaire, consumériste.
injuste. Des étudiants refusent leur fonction qui leur est assignée par la société. Ils refusent de devenir les futurs cadres qui exploiteront plus tard la classe ouvrière et la paysannerie. Il est clair que le mouvement du 22 mars ne veut rester à l'université, mais qu'il veut s'étendre en dehors de l'université, c'est-à-dire essayer de faire une jonction dans la lutte avec les ouvriers ou les paysans. Après une nuit d'émeutes et de répression, les syndicats appellent à la grève générale en soutien aux étudiants. Elle se répand comme une traînée de poudre. Partout, les ouvriers occupent leur usine, comme ici à Flins. Bientôt 7 millions de grévistes se révoltent contre ces salaires qui n'ont pas augmenté depuis 20 ans. 68 devient le plus grand mouvement social qu'ait connu la France. Sous la pression, le gouvernement négocie une augmentation historique des salaires, de nouveaux droits. Mais les événements de mai révèlent une société inégalitaire, loin des rêves de la libération. Entre les enfants du baby-boom et le pouvoir gaulliste, le fossé semble total. Moins d'un an après, le général de Gaulle, qui s'était imaginé en chef d'une armée dédiée à la grandeur de la France, démissionne. Il sort de la vie des Français sur la pointe des pieds et le 9 novembre 1970 disparaît. Ni les événements de 68, ni la mort du général n'arrêtent la marche glorieuse de la France. Avec le Concorde, elle entre dans les années 70 triomphalement. Il est magnifique, il est très beau. Fier, oui, ça c'est compréhensible si ça pouvait faire travailler. Et puis que si l'aviation ne se débauche pas, ça serait la plus belle des choses. Je croyais pas qu'il allait venir. À son bord, le nouveau président de la République, Georges Pompidou, peut se réjouir. Le dauphin du général a été élu par une large majorité de Français. Dans un an, Pompidou fêtera 10 années à la tête de la France, comme Premier ministre, puis comme président. 10 années d'une croissance échevelée. La France et le Japon mis à part, en tête de toutes les nations d'économie libérale pour le progrès de l'expansion. Voici d'ailleurs cette courbe. Elle me paraît suffisamment parlante. Je signale que le creux qui se trouve là est lié aux événements de mai 1968. En ce jour de vœux, le président égrène longuement les 11 millions de voitures, les 10 millions de machines à laver dont sont équipés les Français, autant de preuves implacables de la réussite de la politique gaullienne, n'en déplaise aux jeunes générations contestataires. Que cela suffise au bonheur? Certainement pas. Que la poursuite des biens matériels soit la seule aspiration des hommes, nul ne le croit, moins que moi. Mais prenez garde, le chemin du malheur est toujours ouvert. Comme hier, De Gaulle inaugurait les grandes réalisations de la 4e République, Pompidou assure la livraison du grand projet des années 60, les villes nouvelles. En novembre 1971, à bord de cet hélicoptère devenu le symbole de l'État aménageur, il inaugure les unes après les autres les 5 nouvelles préfectures, qui portent les numéros des départements laissés 10 ans avant en Algérie.
Évry, Créteil, Bobigny, Nanterre, Cergy. Une architecture pop et colorée, signal de cet État moderne proche de ses citoyens. Point d'orgue de cette journée gaulienne, Pompidou s'engouffre dans les sous-sols du RER. Ce RER qui roule à 100 km/h et aux allures de space opéra. Il attend encore sa plus grande gare, celle du centre de Paris, un hub géant où se croiseront un jour 1 million de voyageurs. Et pour lequel, pour l'instant, aux Halles, les bulldozers font place nette. Jadis ventre de Paris, le quartier des Halles n'est plus aujourd'hui qu'un trou gigantesque au cœur de la capitale. Dans cette époque où tout semble se débrider, le chantier sert de décor au western parodique d'un réalisateur italien, Marco Ferreri, qui reconstitue au pied des pavillons promis à la démolition l'héroïque résistance des Indiens d'Amérique. C'est la bataille de Little Big Horn, sous l'œil impassible de l'église Saint-Eustache, qui en a tant vu que plus rien maintenant ne peut l'étonner. Une critique à peine déguisée du sort fait aux retraités, aux ouvriers, aux travailleurs immigrés, priés de quitter la capitale pour laisser la place aux grandes opérations de rénovation urbaine. Avec un plan qu'il sera très difficile de retourner si jamais la caméra tombe en panne. Les Français tout de même sont légèrement perplexes. À la télévision en couleur, une nouvelle émission demande des comptes aux décideurs. Trop de laideur, trop de béton, leur paysage change trop vite. Au premier salon de l'environnement, le président Pompidou se veut rassurant. Il vient de créer un grand ministère dédié à cette question. Cette bataille en faveur du beau, pour la protection de la nature, pour l'amélioration de nos logements, de nos usines, de nos écoles, estimez-vous que cette bataille soit bien engagée? En somme, que c'est bien parti. Eh bien, monsieur Zitrone, d'abord, permettez-moi de penser que la première des choses à faire, c'est de ne pas avoir une mentalité que j'appellerais réactionnaire, n'est-ce pas? Et de croire que tout était beau autrefois. S'imaginer que le Paris d'Henri IV et de Louis XIII, c'était les hôtels du Marais, et que le Paris de Louis XIV ou de Louis XV, c'était les hôtels du Faubourg Saint-Germain ou de la place Vendôme, c'est une illusion. Il y a toujours eu, malheureusement, beaucoup de laideur. Nous faisons tous les ans, n'est-ce pas, l'équivalent d'une ville de 2 millions d'habitants. À partir de ce moment-là, les problèmes ont une autre dimension. La construction continuera donc à marche forcée. L'État s'occupe maintenant de loger ces familles portugaises ou espagnoles, ces travailleurs du Maghreb longtemps oubliés dans les bidonvilles. Les logements se font par milliers, les échelles explosent, les subventions diminuent. Ménagez un passage peut-être plus étroit sur les côtés. Je vais essayer de faire ici. Il faudrait qu'on ait un passage très étroit. Comme à Venise, 1 million de gens passent par 2 mètres de large, c'est là que l'on surprend brusquement une grande place. Des bâtiments de 4 niveaux. Tous mes rêves d'enfant, je viens chercher mes rêves, tous mes rêves. Émile Ayo, qui a tant construit depuis 15 ans, croit-il vraiment que sa cité labyrinthique et son plan tout en courbe pourront suffire à faire de la Grande Borne un endroit vivable? Ici, les industriels et le constructeur Bouygues ont travaillé vite, sans contrôle. Les malfaçons apparaissent à peine les appartements livrés. Les équipements sportifs, les écoles ne sont pas financés. La gare promise n'arrivera jamais. Ce sont les derniers feux des grands ensembles. Déjà, les offices HLM n'ont plus les moyens d'entretenir ces cités construites trop vite, trop mal. À quelques kilomètres de Paris, à La Courneuve, un fait divers révèle une cité totalement délabrée,
alors qu'elle n'a été inaugurée que 7 ans auparavant. Après 15 années de construction à outrance, une circulaire interdit l'édification de ces grands ensembles devenus des lieux de ségrégation. Au même moment, une série de scandales immobiliers éclate. Des soupçons de spéculation mettent directement en cause le nouveau ministre de l'Équipement et du Logement, Albin Chalandon, accusé d'avoir favorisé des promoteurs privés. Quand, par exemple, à Grigny 2, on a construit 5000 logements, bien, quand les promoteurs, ou plutôt le groupe financier, a acheté un terrain à des paysans qui ne savaient pas trop bien et que, normalement, ils n'étaient pas à construire ce terrain, donc il ne valait pas très cher. Quand ensuite, hasard, eh bien, grâce à vous, je pense d'ailleurs, on peut construire sur ce terrain et il a le privilège d'être classé ZAC. Je voudrais vous demander, monsieur le ministre, d'abord, est-ce que cette série de hasard ne rapporte pas énormément à ceux qui en bénéficient? Et secondement, est-ce que vous reconnaissez... Le ministre prépare un grand tournant, le désengagement de l'État de tous les grands aménagements au profit des groupes privés. Premier à en bénéficier, le BTP, à qui est confiée la construction de nouvelles autoroutes. En 1973, le dernier tronçon du périphérique est inauguré, une belle autoroute sur laquelle les voitures peuvent désormais faire le tour de la ville sans rencontrer un seul feu rouge. La France réalise son rêve d'Amérique, la voiture est enfin reine. Ici, trop de voitures. Mais l'auto, c'est l'annexe de la maison, le prolongement du corps. Il la faut devant la porte. Regardez bien, ceci est pourtant une plage, celle de Sainte-Anne-la-Palud dans le Finistère. Une plage transformée par les vacanciers en un vaste parking. C'est pratique avec les enfants, tu vois, parce qu'on peut emmener tout au bord de l'eau. Un coup, c'est bien parce que on peut déballer nos affaires. Hein. C'est un point de repère, hein, les voitures. Hein. C'est un point de repère. Les gens disent tiens, on a garé notre voiture là, on a notre serviette là. La voiture, l'objet le plus désirable de l'après-guerre, est désormais à la portée de tous. 3 ménages sur 4 en possèdent une. Alerte, la France est envahie. 700 000 cadavres de voitures pour cette seule année. Le futur propre et rangé tant promis est moins reluisant que prévu. Les chantres de la productivité l'avaient-ils seulement imaginé? Dans les campagnes qui avaient tant poussé à la modernisation, certains se réveillent eux aussi un peu sonnés. Quand vous parlez de péril du terroir, on vous répond remembrement. Au niveau de la réalité quotidienne, tout semble se limiter à une petite querelle à propos de vieux talus. Madame Battani, on est en train d'enlever les talus partout, on est obligé de les reconstruire ailleurs. Ah, on n'en fera plus. On laissera ça comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et vous croyez que c'est mauvais pour l'agriculture? Ah ben c'est très mauvais pour l'agriculture, premièrement pour les bêtes. On a moins de lait quand il y a du vent. C'est un pays d'élevage ici. Oh oui, c'est un pays d'élevage. Et on a beaucoup moins de lait? Ah oui, quand il y a, et surtout qu'ici ça souffre quand il y a la tempête. Si les cultivateurs avaient été informés des préjudices qu'ils subiraient en détruisant ces haies et ces talus, ils ne l'auraient pas fait. Il ne faut pas oublier que dès que vous avez des brisements d'arrachés, je ne vais pas vous faire un cours sur le problème, mais toutes les terres s'assèchent. Or, actuellement, il y a une diminution terrible des nappes phréatiques qui baissent. Le bocage traditionnel est devenu la Beauce. Ailleurs, dans l'Aveyron, d'autres paysans se rebellent contre l'État vertical et autoritaire. Sur le Larzac, une nouvelle expropriation met le feu aux poudres. L'armée française veut réquisitionner des fermes, des terres, pour agrandir son terrain d'entraînement militaire. Ils ne sont qu'une poignée de paysans sur le Larzac, mais des milliers de gens se reconnaissent dans leur lutte. Au départ, ça va être uniquement pour garder notre terrain, c'est-à-dire comme tout paysan qui menace l'expropriation. Et maintenant, on se bat plutôt pour une qualité de vie, c'est-à-dire on se bat contre un instrument de mort, on se bat contre... On a vraiment changé le sens de notre lutte. Le Larzac devient le symbole du désir de vivre autrement, où chaque été, toute une génération se retrouve autour d'un même combat.
Ce que nous défendons et que vous défendez avec nous, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est la dignité des hommes et la paix. Ensemble, nous garderons le Larzac. Gardez le Larzac! Alors que faire? Continuons de croire que notre couleur de peau est la plus belle, notre civilisation la meilleure, notre religion la seule vraie. Et à la fin, crevons. Crevons d'être trop riches, d'être trop gras, d'être trop cons. Agriculture intensive, pesticides, pollution de rivières, marée noire et ces premiers déchets nucléaires dont on ne sait pas quoi faire. Bientôt, il y en aura beaucoup plus. La crise pétrolière va décider la France à construire des dizaines de nouveaux réacteurs pour pouvoir continuer de produire et de consommer. En 1974, le premier candidat écologiste à une élection présidentielle, René Dumont, tire le premier bilan des 30 Glorieuses. La période de croissance que vous avez connue est une période anormale dans l'histoire. On ne peut pas doubler chaque 10 années la consommation d'énergie comme on l'a fait depuis 20 ans. Pourquoi? Parce que si vous marchez pendant 3 siècles en doublant tous les 10 ans la consommation d'énergie, au bout de 3 siècles, celle-ci sera multipliée par 1073 millions. Est-ce que vous pensez qu'en l'an 2274, on pourra consommer 1,73 milliard de fois plus d'énergie qu'aujourd'hui? Alors qui sont les fous